Bienvenue sur Content Centric, le podcast où nous explorons les stratégies, les formats et les créateurs de contenu qui façonnent la communication de marque aujourd'hui. Je suis Nicolas Huberman, fondateur de l'agence éditoriale Story for Brands, et tous les 15 jours, je vous invite à plonger dans le monde fascinant du marketing de contenu. Dans chaque épisode, nous décrypterons comment les entreprises peuvent gagner la bataille de l'attention en créant des histoires captivantes et en utilisant les formats de contenu les plus innovants. Que vous soyez un professionnel du marketing, un créateur de contenu ou simplement curieux de découvrir les coulisses de la communication de marque, ce podcast est fait pour vous. Préparez-vous à être inspiré, informé et prêt à transformer votre approche du contenu de marque. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Content Centric. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Adrien Labastide, cofondateur de Kessel Media, qui est une plateforme dédiée à l'écrit et aux auteurs. C'est un espace où ils peuvent publier leurs textes sous forme de blog et de newsletter et se faire rémunérer par leur audience. Adrien a une forte expérience dans la création de contenu. Il a travaillé chez M6 et chez NBC Universal jusqu'à la création de Golden Moustache et aujourd'hui Kessel Media. Adrien a toujours été à la pointe de l'innovation dans le monde des médias. Il a une compréhension profonde des défis et des opportunités du contenu et une passion pour mettre en avant les voix créatives. Avec Kessel Media, il cherche notamment à revaloriser l'écrit et à créer un lien plus direct et qualitatif entre les auteurs et leurs lecteurs. L'idée de cet épisode est de plonger au cœur de son parcours, de bien comprendre les motivations derrière Kessel Media, d'explorer ce format de la newsletter et de découvrir comment les marques peuvent, elles aussi, s'affirmer et se différencier dans cet écosystème. Préparez-vous à découvrir l'itinéraire intéressant d'un entrepreneur visionnaire. Allez, démarrons notre échange. Bonjour Adrien, merci beaucoup d'être aujourd'hui dans Content Centric. Je suis très très content de t'avoir dans cet épisode parce que j'aimerais vraiment que tu nous parles un peu de ton parcours dans les médias et comment ça t'a préparé à créer Kessel Media. Merci beaucoup Nicolas, je suis très heureux de participer à ton podcast. Donc pour raconter rapidement comment ça a commencé, j'ai commencé par un site internet à Sciences Po avec Florian Zeller, l'auteur de théâtre, un site dédié à la culture. Ça m'a emmené après chez les Inrecuptibles, les Inrock. Ensuite, je suis rentré chez M6 où je travaillais sur le contenu, sur principalement les séries. Séries télé, c'est l'époque de Kaamelott, des Bleus, qui était une superbe série sur un des premiers 52 minutes français modernes. Et ensuite, j'ai travaillé chez NBC Universal, qui est un studio de production de films et de séries télé. Et à ce moment-là, j'ai découvert, en étant là-bas, j'étais basé entre Londres et un peu New York, que il y avait une émergence de créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, sur YouTube en particulier, qui était de plus en plus puissant parce que la création digitale multipliée par les réseaux sociaux, ça donnait des audiences très importantes, ce qui aujourd'hui paraît évident, mais à l'époque, moi, ça m'avait frappé. Très innovant. Et j'avais lancé Golden Moustache, qui était une marque d'humour sur Internet avec plein de nouveaux talents qui aujourd'hui ont connu une ascension assez rapide. McFly, Carlito, Florent Bernard, Freddy Gladieux, Laura Felpin, Panayotis Pasco. Il y a vraiment plein de gens qui sont passés chez Golden Moustache. Et moi, ça m'a permis de comprendre que non seulement c'était des gens extrêmement innovants sur le plan de la créativité, mais en plus, c'est des gens qui avaient un très fort sens du marketing d'eux-mêmes surtout. Et que du coup, les deux combinés, ça donnait en fait qu'un créateur de contenu, c'était un média. Squeezie étant l'exemple le plus connu en France, ou Hugo Décrypte, qui est pas seulement un journaliste, mais aussi un média. Et comment t'es arrivé à arriver dans la newsletter? Parce que j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de Kessel Media, de ce nouvel acteur que tu as créé avec ta cofondatrice. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, on a lancé Kessel avec Laure Goudiard, qui est la cofondatrice. Alors moi, j'avais donc exploré la vidéo. Le podcast était lancé depuis quelques temps et ça marchait déjà pas mal. Et donc je me suis dit, il y a un endroit où il n'y a pas eu encore cette arrivée massive des créateurs de contenu, c'est l'écrit. Donc dans l'écrit, si la vidéo était la nouvelle version de la télé, le podcast la nouvelle version de la radio, en gros la newsletter, je me suis aperçu assez vite que c'était la nouvelle manière de faire de la presse écrite. Et c'était pas juste une intuition, c'était en fait ce que je pouvais observer aux États-Unis. C'est-à-dire que depuis 2021-2022, il y a une énorme poussée en volume et en qualité des newsletters, avec soit des médias qui sont fondés sur la newsletter. Le plus connu, c'est Axios, par exemple, ou Politico. Il y en a plein, Sémaphore, Morning Brew. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de médias qui sont basés uniquement sur la newsletter, ou des plateformes
qui permettent de créer sa newsletter. Instagram permet de créer des posts photos ou vidéos, comme Substack, Ghost, Beehive, il y en a plusieurs. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, il n'y en a pas en France. Et en Europe, ça n'avait pas encore pris. Maintenant, Maintenant, t'as de la concurrence. Il y a de la concurrence. Et pourquoi les gens sont intéressés à la newsletter? Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en fait, c'est le seul moyen de distribuer du contenu indépendamment des GAFA. C'est-à-dire que si tu as un compte Insta, aussi puissant sois-tu, à un moment, tu es soumis aux aléas de l'algorithme. Et si pour une raison ou pour une autre, tu n'es pas à l'aise avec la manière dont la plateforme se construit. Ou si tu es banni parce que tu as fait une erreur dans tes contenus ou dans tes publicités, par exemple, tu perds tout. Exactement, tu perds tout. Donc si tu es en désaccord éditorial avec Elon Musk ou pas, ou Zuckerberg, peu importe, mais où tu perds tes contenus, tu perds ton audience. Et en plus, pour ceux qui ont suivi l'évolution des plateformes, depuis TikTok, la notion d'abonné a moins de valeur parce que la prime est à la qualité intrinsèque du contenu versus le nombre d'abonnés qu'on a sur sa chaîne. Donc c'est comme une manière à chaque fois de remettre son titre en jeu à chaque fois qu'on publie un nouveau contenu. Une newsletter, c'est pas le cas en fait. Vous avez 100 000 emails de gens qui vous disent, vous distribuez votre contenu à 100 000 personnes et ça ne change pas modulo un pourcentage microscopique de délivrabilité. Donc indépendance de distribution, c'est le premier truc. Deuxième truc, c'est c'est un outil de segmentation hyper puissant. Si je suis abonné à une newsletter sur les crypto-monnaies, c'est que le sujet m'intéresse. Donc, j'ai plus besoin de repasser par des cookies tiers pour arriver à identifier une communauté captive. Les cookies tiers, je sais que tout le monde sait, mais pour les quelques pourcentages de gens qui savent pas très bien comment ça marche, avant, quand vous allez sur Internet, vous allez sur le site du Monde, vous aviez un cookie qui vous était attribué et vous allez ensuite sur un site de voiture et donc on savait que vous pouvez suivre. Voilà, vous étiez quelqu'un intéressé par les voitures. Donc on disait à un média combien de gens sont des intentionnistes de voitures et on disait moi je sais précisément ça. Aujourd'hui il y a plus que 30% de cookies. C'est une question de réglementation essentiellement et d'usage. Donc ça veut dire que la plupart des médias sont, nous on dit blind, ça veut dire qu'ils ne savent pas exactement en termes de data qui est derrière. À moins d'avoir créé des sous-communautés de contenu. Donc, si on a une spéciale golf, les gens qui disent ça s'intéressent au golf. Mais on ne sait pas. Dans la newsletter, nous, on a 4500 newsletters, je crois, chez Kessel. C'est une hyper segmentation par communauté d'intérêt et niche. Donc, c'est hyper précis. Donc, la data, c'est vous qui l'avez et vous la partagez avec les créateurs. Et on la partage avec les créateurs. En plus, il y a beaucoup d'informations dans les emails. Quand tu retraites un email dans ce qu'on appelle des clean rooms, tu peux avoir jusqu'à 100 critères sociaux démo hyper précis. Alors, c'est des emails hachés, c'est-à-dire qu'on recouvre l'identité des gens. Ça, c'est notamment une question RGPD, mais on sait énormément de choses sur qui sont les lecteurs. Et on le sait surtout dans leur consommation d'usage. D'usage, oui, tout simplement. Donc, si tu combines le fait que c'est hyper segmenté, que c'est des gens qui sont extrêmement engagés, avec une distribution directe, plus la newsletter, c'est un média quand même d'intellectuel. En vrai, c'est très cérébral, c'est des analyses profondes, etc. C'est-à-dire qu'en général, on est sur un public d'hyper CSP+. La combinaison de tout ça fait que c'est un véhicule de communication absolument incroyable. Les gens lisent avec une attention totale. C'est eux qui ont choisi de lire le contenu. Il y a rien pour perturber la lecture. Et ce qu'on appelle le bêta de mémorisation en publicité, c'est-à-dire le niveau d'attention et de mémorisation d'un message, soit publicitaire, soit pas publicitaire, il est, nous on est en train de le calculer avec une agence en ce moment, mais il est a priori 3-4 fois supérieur à celui de la presse traditionnelle. Donc c'est un fabuleux moyen de communication qui en plus arrive directement dans la boîte mail, c'est-à-dire sur votre iPhone en bas de l'écran, dans une des 4 apps les plus consultées. D'accord. Et donc ça, c'était un peu les choses un petit peu différentes des différents formats qui existent. Et c'était quoi les défis que tu as rencontrés au tout début quand tu as commencé à parler de la newsletter? C'est le nouveau contenu qu'il faut avoir quand on est une marque ou quand on a un message à faire passer. Au départ, quand tu parles de newsletter, les premiers mois, les gens ramenaient ça à un média qui était un média des débuts d'Internet. Et il y a deux choses dans la newsletter. Il y a les newsletters qu'on reçoit tous de promotion, de pub, de récap de ce qu'il faut avoir vu, lu, etc. et tout. Mais là, ce dont je parle, c'est dommage, c'est un podcast, mais il faudrait le montrer, c'est des objets médias hyper innovants, branchés, modernes. Nous, on distribue les newsletters de Hugo Décrypte, Mouloud Achour, Louise Aubéry. Enfin, c'est pas des objets médias des années 80, quoi. Et la spécificité de ça, d'ailleurs, c'est que c'est, comme tous les médias d'aujourd'hui, c'est hyper incarné
carnet hyper personnel, rédigé dans une forme très conversationnelle qui mélange à la fois l'expertise de celui qui parle et la simplicité avec laquelle on raconterait ces choses à un copain et une copine. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a montré aux gens ce que c'était au départ. Et puis là où on a eu pas mal de chance, c'est qu'en fait, il y a eu beaucoup de presse. Comme les journalistes s'intéressent beaucoup à la newsletter, parce que ça représente l'évolution de leur propre secteur. Il y a un nombre considérable d'articles, soit dans la presse spécialisée, soit la presse grand public, dans les médias branchouilles, enfin, il y en a partout. Donc ça, c'est plutôt facile. Ensuite, donc ça a grossi, on l'a lancé il y a 2 ans, ça a grossi très vite. On est arrivé à 1,5 million là, de lecteurs sur la plateforme. Ça commence à être pas mal. C'est-à-dire 1,5 million de personnes qui lisent au moins une newsletter. En l'occurrence, ils en lisent 2 en moyenne. Et après, on s'est dit, maintenant, il faut en faire un business publicitaire. Et le business publicitaire, on est en train de faire là ce que d'une certaine manière la régie 366 a fait pour la presse régionale, c'est-à-dire qu'on fédère toutes les newsletters. On dit maintenant on va faire un format publicitaire, le même pour tout le monde, le même nombre de signes, de caractères, des prix compréhensibles par tout le monde et facile à acheter, parce que en l'occurrence les gens quand ils communiquent, ils ont déjà suffisamment de problèmes avec le, enfin, tu sais ça mieux que moi, avec le positionnement de leur message. Si en plus ça devient compliqué d'acheter, et c'est comme ça la grande force, moi je trouve, des plateformes, c'est que il y a pas plus simple. C'est très simple. Ouais, donc ça, on choisit la cible, on choisit le montant, on appuie sur un bouton et puis ça part. Voilà. Et nous on s'est dit c'est ça qu'on doit faire, parce que on peut pas compliquer la vie des acheteurs médias plus que ça. Donc c'est ça qu'on est en train de faire. Et ça, c'est pas une difficulté, c'est juste du temps d'exécution pour simplifier des packs, des prix, machin. Et ça, j'avais cette question sur votre stratégie de monétisation en fait de Kessel. Donc on vend la publicité dans les newsletters. Je vais donner un exemple assez simple. En fait, on a par exemple Peugeot qui lance la 3008 électrique et qui dit en fait, moi j'ai besoin que la perception autour de mon produit soit la suivante. C'est un produit de très haute technologie. Donc on joue dans la catégorie de Tesla. C'est une voiture qui respecte énormément de normes RSE. Donc là, je veux pouvoir communiquer sur ces systèmes de manière claire. Et puis il y a un certain public passionné de voitures avec un certain pouvoir d'achat que je dois toucher. Et donc nous, on va segmenter le marché en fonction de ces 3 items de communication. On va chercher les spécialistes de la tech pour dire que c'est de la tech. On va chercher des gens qui sont extrêmement conscients des enjeux RSE pour dire je suis d'accord ou je suis pas d'accord. Et puis des univers un peu plus CSP+, pour promouvoir le plaisir de conduire. Et là où, du côté de Kessel, c'est pas toujours simple, c'est qu'on va solliciter des experts, des gens qui sont vraiment très bons dans leur domaine, en disant est-ce que ça t'intéresse d'écrire là-dessus? Est-ce que tu es prêt à donner ton crédit là-dessus? La réponse est parfois non. J'y crois pas. Et c'est marqué, il y a marqué ceci est publicité en partenariat avec. Enfin, la loi est très claire là-dessus. Et si ils disent oui, effectivement, je considère que cette entreprise fait bien ça, ce service, ce produit correspond bien à ce que je pense, etc. Là, il va l'écrire, et à ce moment-là, il y a un transfert de crédit qui est phénoménal, parce que si tu as un expert d'un secteur en particulier qui dit moi, avec mon point de vue d'expert, je pense réellement que ce produit est génial, cette entreprise est formidable pour X ou X raison. À ce moment-là, on gagne en crédibilité dans un univers où la réputation de l'entreprise devient un enjeu considérable. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une époque où on achetait des produits, après on a acheté des valeurs d'image. Là, on achète vraiment des entreprises quasiment comme un citoyen. Donc, à ce jeu-là, celles qui sont extrêmement alignées en termes de positionnement et de valeur et qui peuvent l'expliquer et le communiquer auprès de créateurs de contenu qui sont des relais d'opinion, ça fonctionne. C'est génial. Et c'est une communication. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est une communication intelligente, d'adulte à adulte, mature, où on cache pas les choses, on dit exactement ce qu'on fait. Et le plus intéressant là-dedans, je trouve, c'est que les entreprises font des trucs absolument incroyables, des choses extrêmement positives, qui sont mal racontées. On les trouve dans le bilan annuel. Tu as raison. De toi qui connais vraiment les entreprises, tu rencontres les gens, tu vois qu'ils font des trucs absolument incroyables. Et personne ne le sait. Personne ne le sait. Et parfois, il y a une image qui est contraire à ce qu'ils font. Et parfois, ils souffrent d'un activiste ou d'un influenceur qui va dire en 3 secondes un raccourci intellectuel inexact et qui va détruire la réputation de l'entreprise. Et donc, nous, on se dit, c'est dommage, parce que c'est quand même des gens qui font énormément de choses pour la société, l'emploi, la création, la production. Et il faut leur donner les moyens d'expliquer ce qu'ils font. Et prendre le temps d'expliquer, de montrer. Non, c'est très intéressant. Et vous faites aussi de l'abonnement? Et on fait de l'abonnement payant. Donc, il y a des gens qui, quand le contenu est très spécifique, à très haute valeur ajoutée, les gens sont prêts à payer quelques euros pour
sur l'immobilier. C'est souvent alors. Et ils gagnent quoi en plus Ils ont des contenus exclusifs qu'on trouve pas en gratuit. D'accord. Mais les gens payent globalement pour ce qui va améliorer leur patrimoine financier, santé. C'est plutôt une newsletter finance, etc. Tout ce qui va améliorer ton quotidien, ses actifs, quoi, quels qu'ils soient, ou une passion. Les gens qui sont passionnés par Napoléon, il y en a beaucoup. Une cause idéologique. Mais j'ai pas encore compris, moi, en France, j'ai pas vu ce qu'on voit aux États-Unis en termes de potentiel sur l'abonnement payant sur les créateurs de contenu. Comment ça se passe aux États-Unis? Il y a beaucoup de gens qui s'abonnent. C'est très gros, mais dépenser $5 aux États-Unis, je pense qu'en termes de consommation, c'est l'équivalent de dépenser €1 en France. C'est pas une parité de pouvoir d'achat, c'est juste que le câble américain a toujours, ça coûtait $100-150 par mois. On était habitué à ça. Pareil. Pareil. Donc nous, il faut diviser au moins par 3 en termes d'usage, de proportion à payer sur les choses. Ensuite, la qualité du contenu, malheureusement, est très 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 supérieure aux États-Unis. Dans les podcasts, c'est hallucinant. Dans la newsletter, l'écart est très important. Mais même en vidéo sur YouTube, il y a tout un pan de vidéos intelligentes, de smart content qui n'existe pas en France. Le contenu est très très en avance. Moi, je trouve. Ouais. Après, c'est en train d'arriver, mais c'est vrai que c'est pas pareil. Mais c'est vrai que moi, je peux pas citer 50 podcasts du niveau des podcasts américains. C'est en français. Enfin, il y a pas. Donc ça fait que le marché ralentit. Puis en plus, en revanche, on a des contenus par abonnement payant de très 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 bonne qualité en France, que ce soit Politico, Contexte, des choses comme ça. Ce qui fait que la place est un peu dure à prendre pour les créateurs indépendants, mais ça va peut-être bouger. D'ailleurs, ma question, c'était comment tu identifies les auteurs qui correspondent au mieux aux valeurs de Kessel? Est-ce qu'il y a des gens que tu refuses? Comment ça se passe? C'est une plateforme, donc théoriquement n'importe qui peut écrire dessus. Nous, on fait le choix de mettre en avant des gens qui nous paraissent être des humanistes. C'est une définition qui est floue, mais ça va de la droite modérée à la gauche modérée, en gros. Après, il y a la loi qui dit qui est très restrictive, qui est beaucoup plus restrictive en France qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, l'incitation, je veux pas dire de bêtises, mais juridique, mais en tout cas, l'incitation à la haine et la discrimination est tolérée. Ce qui fait que sur certaines plateformes, vous allez trouver des contenus qui sont, moi je trouve, limites. Et c'est toléré, parce que c'est ça l'idée de la liberté. La liberté. C'est culturel, hein. Je suis pas en train de donner un jugement moral là-dessus, c'est vraiment culturel. C'est ça que dit Zuckerberg quand il dit, moi je pense que le fact-checking, on peut le prendre autrement, etc. Nous, en Europe et en France, on a une conception culturellement assez différente, plus restrictive, dans laquelle personnellement, moi, je me reconnais en tant que citoyen, c'est-à-dire que je considère que l'appel à la haine, à la violence, à la discrimination, je suis pas à l'aise avec ça. Donc nous, on va pas mettre ça en avant. Je ne crois pas qu'il y ait sur notre plateforme des gens extrêmes, mais il y a tellement de contenu qui se crée que c'est difficile d'être plus avec ça. Donc voilà, il y a un cadre légal, on a travaillé avec un politologue au départ pour essayer de poser quelques principes. Et puis on n'est pas très gros, quoi. Je pense que c'est très très compliqué ces questions quand vous êtes une grosse plateforme américaine. Et vous travaillez aujourd'hui avec des marques. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de partenariat avec une marque? Comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce qu'elle recherche, elle? Et puis, comment vous les aidez à toucher les bonnes cibles? Oui, l'exemple que je donnais d'ailleurs avec Peugeot est un vrai exemple de partenariat. C'est-à-dire, je crois que le deal était venu par l'agence média, si je dis pas de bêtises. Ils viennent nous voir pour 2 raisons assez simples. Soit ils ont un sujet d'acquisition de clients. On touche, pour dire les choses très simplement, on touche essentiellement des CSP+, ou des CSP+++. Et c'est pas très facile de les toucher dans les médias. Donc si vous voulez vendre des places en première classe d'avion, des enceintes très chères ou des chaussures de luxe. Les chaussures de luxe, sinon, il y a pas mal de médias pour ça, mais il y a un certain nombre de produits où il n'y a pas tant de médias que ça. Et il se trouve qu'avec des marques comme Time to Sign Off, par exemple, ou Quotidien, dont on fait la régie, la newsletter de l'émission, il y a vraiment un public, il suffit de regarder les billboards en télé, qui est très CSP+. Donc c'est la première raison pour laquelle les gens viennent nous voir. Et on a été frappés d'ailleurs en discutant, je crois que c'était avec les gens de L'Oréal, à quel point du côté de l'annonceur, il y a une très très bonne connaissance du média email, qui est un média, encore une fois, avec beaucoup beaucoup de mémorisation, notamment pour l'achat offline. C'est un très très bon véhicule de communication. Et la deuxième raison, c'est ce que j'évoquais avant, c'est-à-dire des raisons de communication corporate. Donc je veux me positionner sur l'innovation, je veux ma marque employeur, la RSE. Aujourd'hui, il y a un item qui est
de plus en plus présent dans la communication, et ça fait 6 mois, hein, c'est une forme de patriotisme économique, d'action pro-démocratie, ce qui paraît être une sorte d'évidence. Enfin, je pensais pas que les gens diraient moi je suis pro-démocrate, mais maintenant les gens le disent parce que en effet, il y a une tension qui est très très palpable là. Donc il y a des boîtes américaines qui disent je suis pas l'ennemi qu'on désigne. C'est un vrai sujet pour des boîtes américaines. Et il y a des boîtes françaises qui, elles, disent et moi, je suis soit très française, soit très européenne. Et ça revient de plus en plus. Et on sent cette tension-là. Et donc, nous, on est un bon média pour raconter ces narratifs-là, en fait. Et tu parlais tout à l'heure que les marques, elles commencent à arriver. Ouais. Comment vous faites pour éduquer les marques sur l'importance de travailler avec une plateforme comme la vôtre ? On fait pas beaucoup d'efforts pour d'éducation. On dit écoutez voilà, quel est le message que vous voulez passer ? Je veux dire que moi, marque ancienne, je suis à la pointe de l'innovation et ça se sait pas. On dit très bien, on va vous présenter le top 20 des newsletters qui parlent d'innovation et vous allez raconter ce que vous avez à dire et après elles vont le retranscrire ou pas. Et le format est assez simple, hein, c'est du texte en fait. Non, ce qui est frappant, c'est la montée en puissance, moi je dirais en ce moment des contenus intelligents, comme ton podcast par exemple. Merci. C'est dans le podcast, dans la newsletter, dans la vidéo, avec encore un petit décalage américain. C'est-à-dire qu'il y a un type qui s'appelle Johnny Harris. Aux États-Unis, c'est un journaliste, il a 6,5 millions de gens qui le suivent, où il fait des vidéos de reportages, juste smart. Et donc on a de plus en plus, on sent ce besoin de plus en plus chez les annonceurs, chez les grands annonceurs. Ils nous disent voilà, on veut se positionner sur des sujets, sur des contenus intelligents, très didactiques. Et eux-mêmes nous disent en fait, on pense que c'est pas chiant. On croyait que c'était hyper chiant ce type de contenu, ce qu'on peut trouver dans le rapport annuel. Du texte et faut faire un effort. Le texte où là je parlais même globalement des podcasts, des vidéos, c'est-à-dire que parler de choses sérieuses, les gens ont l'appréhension que ça ennuie les gens. Et là, ils découvrent que non, en fait, il y a un tel appétit de comprendre. On rentrait depuis le Covid dans un monde hyper complexe sur le plan de la santé, hyper complexe sur le plan de l'énergie, hyper complexe sur la géopolitique, sur les questions de réarmement, de défense, sur la monnaie avec la crypto-monnaie, sur les enjeux financiers. Enfin, il y a pas un secteur thématique qui soit facile à comprendre, d'une part, et deux, qui n'ait pas d'impact sur la vie des gens. Il suffit de voir que en ce moment, là, on est début avril, je sais pas quand on écoute ça, mais 2025, les gens, ils parlent de droits de douane. Moi, je pensais pas que ça ferait les headlines des journaux télévisés. On parle de ça, en fait. Et donc, dans ce monde-là, t'as besoin de formats longs, où on t'explique, où on vulgarise intelligemment les choses. D'où le succès de Jean Covici sur le nucléaire, de Juliette Funès sur le travail. Enfin, c'est moi, j'évangélise beaucoup sur les contenus longs, que ce soit reportages, documentaires et autres, et ça commence à vraiment se développer. Là aujourd'hui, comment tu vois en fait tous ces changements entre tout ce qui est snack content où on découvre des petites capsules d'infos à ces formats plus longs où on prend le temps, où on pose vraiment des vraies questions et on a des belles réponses. Comment est-ce que tu vois un petit peu ces nouveaux contenus plus longs ? Moi, je les opposerais pas d'ailleurs en termes de tendance. Je trouve que les deux cartonnent. Il y a même plein de choses sur les séries courtes d'1 minute en ce moment, à la fois chinoises. Il y a un truc sur TikTok là qui cartonne avec une fille seule qui a fait 30 millions de vues sur sa série. Enfin, donc le contenu court, ça va continuer cartonner. En revanche, il y a en parallèle des contenus longs sur des médias qui sont pas perçus comme des médias mainstream et qui sont de plus en plus puissants. Si tu regardes l'élection américaine, par exemple, c'est assez frappant. Tu prends un exemple que je pense que tout le monde a vu, c'est Kamala Harris qui se dit en fait moi Joe Rogan, je sais pas. Déjà, c'est pas tellement mon bord politique. En plus, ça me paraît un peu niche tout ça et tout. Bon, très bien. Je dis pas qu'elle a perdu l'élection américaine sur ça, mais à mon avis, elle a quand même tracé une ligne, ce qu'on appelle below the line dans les médias. Above the line, c'est les médias traditionnels. Je sais pas, Fox News, CNBC. Below the line, elle met Joe Rogan et tout. Elle a zappé, ouais. Un peu Joe Rogan, c'est 60 millions de gens quand même de contacts. C'est 60 millions. Moi, j'ai un peu de mal à le ranger dans below the line. Et c'est ça le sujet. C'est en fait, elle dit ouais, c'est long, c'est pas coupé, c'est pas monté, le mec est désagréable. Ok. Factuellement,
Macron, il a été faire Mathieu Stéphanie, il a fait Hugo Décrypte, Simon Puech, si je dis pas de bêtises, Le Crayon, enfin, président de la République. Hein. Il joue quelque chose à cet endroit-là. Ah, ça, je te rejoins totalement. Et je pense que là, dans les 2 prochaines années, avec les prochaines élections présidentielles, je pense qu'on va découvrir des nouveaux profils parce que les politiques vont être obligés d'aller chez ces gens-là. Parce qu'il y a une audience, il y a des gens qui écoutent et qui ont un avis. Et du coup, c'est intéressant parce que tu dis, qu'est-ce qui fait que je vais aller chez ces gens-là? Si, je prends l'exemple on va prendre un patron de parti politique, pas très leader, par exemple. Un petit parti politique. Avec son titre de patron d'un parti politique, il a le droit d'être reçu sur le plateau d'une chaîne d'info, par exemple, où il va réciter des éléments de langage. Bon, qui ça intéresse, ça? Des éléments de langage sur un plateau qu'on a vu 250 fois, qui tourne dans tous les sens. C'est un peu le beurre de quotidien, d'ailleurs, qui s'amuse depuis des années à montrer que la personne répète les mêmes éléments de langage d'émission en émission, sans changer un mot. Enfin, c'est vraiment c'est le plat réchauffé sans saveur aucune. Face à quelqu'un qui, par sa simple personnalité, va être capable de devenir un média en soi. Alors, le problème de ça, c'est que c'est souvent des gens assez extrêmes qui gagnent à ce jeu-là. Mais mon point, c'est que peut-être on va voir en politique des gens arriver qui sont pas dans des partis, parce qu'ils en ont plus besoin en fait. Ce que le parti politique, en termes de plateforme de médias, apportait à quelqu'un comme Trump, a capté que ça n'en avait pas besoin en fait, tout simplement. Il sait polariser les médias à un moment précis. Alors, je suis pas dans un jugement moral là. Je dis pas que c'est bien ou que c'est mal. C'est probablement pas terrible d'ailleurs en termes de méchant. Mais ça, c'est un phénomène très fort parce que si tu fais le constat qu'en fait le marché média est devenu ultra segmenté, que c'était simple il y a 15 ans, t'avais TF1, M6, quelques radios, quelques titres de presse, basta. Mais que là maintenant en fait, comme tout le monde veut consommer exactement ce qui m'intéresse, comme une sorte de consommation à la carte, parce qu'on a été éduqué à ça par les apps, alors je veux un petit bout de newsletter, un petit bout de podcast, ce moment-là sur Netflix, cette série que j'aime bien sur Paramount+, et ben à ce moment-là, c'est les gens qui sont capables de passer d'un média à l'autre par leur propre attractivité en tant que marque média qui vont s'imposer, que ce soit des patrons d'entreprise, des hommes politiques. Non, c'est très très clair. Qu'est-ce qui te rend le plus fier là depuis ta création de Kessel Media? Moi, j'aime beaucoup justement le fait de travailler sur un média qui est pas un média de polarisation. Donc c'est de temps long, d'écrit. On a lancé avec le Fooding là récemment un concept de dîner-débat qui s'appelle Libre-Échange. On fait venir des gens autour d'un thème. Alors là, par exemple, mardi, c'était l'amour est dans le près, donc dans la proximité. On fait venir Jean-Laurent Casselli, par exemple, qui a écrit La France avec Fourquet, qui est à mon avis un des très grands sociologues aujourd'hui, Paul-Henri Bizon, Margot Philippe, et des gens qui vont discuter de ce que c'est que les notions de proximité, de territoire, etc. Dans la salle, on met plein de gens très intéressants aussi, parfois aussi intéressants que les gens qui sont sur scène, et on fait en sorte que les gens dialoguent. Derrière, parfois ça donne un livre blanc, parfois ça donne des collaborations entre. On essaie d'inviter en fait des annonceurs avec qui on a travaillé et qu'on cette envie créative. On fait venir des créateurs dans ce dîner. On fait venir aussi des gens des médias, de la tech, et on essaie de faire une sorte de fertilisation entre gens qui se connaissent pas. Et alors le dîner il est très cool. Hein. C'est pas le dîner du siècle. Créer des connexions. Ouais, les gens se tapent dans le dos, on boit du gros rouge. Alors c'est le Fooding Corinne Unis, donc c'est quand même très très bien fait, c'est très bon. Et l'idée de départ, on avait appelé ça Food for Thought, c'est-à-dire nourrir le corps et l'esprit. Et voilà, exactement le genre de choses que j'adore, parce que on réunit des gens, on essaye de réconcilier ou du moins de faire dialoguer des gens qui sont pas d'accord, de créer des contenus exigeants sur le plan intellectuel et de chercher collectivement des trucs. Et ça, je trouve ça canon. Non, c'est très très intéressant. Je ne connaissais pas et j'irai à la prochaine. Je voulais que tu me parles un petit peu d'IA et de technologie. Est-ce que ça joue un rôle aujourd'hui dans le quotidien de Kessel? Alors, en fait, de l'IA, ça, tu sais, malheureusement, il y en a partout. Hein. Ça a commencé avant ChatGPT. Il y en a vraiment partout, hein, dans tous les moteurs de recommandation, quand tu achètes un billet d'avion et tout. Donc nous, naturellement, en fait, il y en a plein dans Kessel. Notamment pour recommander des contenus qui vont te paraître intéressants, basés sur ton historique de navigation, de consommation ou le data lake qu'on utilise. En revanche, et puis les gens l'utilisent pour écrire, comme source d'inspiration. Moi, je trouve pas que ça soit une idée géniale d'utiliser de l'IA
pour écrire. Je trouve que, un peu comme dans le film de Pixar, Wall-E, mon cauchemar, c'est une espèce de fin de civilisation horrible avec des gens qui ne bougent plus, scotchés devant un écran et dont les muscles sont atrophiés parce qu'ils les utilisent plus. Et se dire que on va avoir un cerveau atrophié parce qu'on prend plus la peine de construire un argument, un plan, une structure. Je pense que c'est très séduisant, c'est même très très amusant, Elia, mais épouvantable sur le plan de la réflexion. Je dis pas qu'il faut pas l'utiliser, non, il y a plein de domaines, mais pour écrire, c'est-à-dire le moment où tu essaies de faire coïncider quelque chose d'émotionnel, d'intellectuel, parfois de prospective. Tu essaies de formuler une pensée. Hein. Enfin, c'est quelque chose d'assez particulier. Hein. Je sais pas si tu as déjà essayé d'écrire un livre, un essai, un truc. Enfin, c'est très particulier à ce moment-là. L'industrialiser, l'outsourcer. En plus, j'emploie plein de mots anglais pour dire ça, mais je pense qu'on va perdre quelque chose là-dedans. Et moi, j'aimerais beaucoup que Kessel soit une petite boutique artisanale de gens qui se fatiguent à travailler, à écrire, à chercher le mot juste. C'est incroyable. Moi, je trouve l'émotion qu'on peut avoir en lisant un livre quand tout d'un coup, quelqu'un trouve l'expression parfaite pour décrire quelque chose. Et c'est du temps, en fait. C'est du temps et c'est le temps passé sur son œuvre à revenir sur une phrase, pour la musique, pour le rythme, pour quelque chose comme ça. Moi, j'aime pas, voilà, les trucs écrits, les posts LinkedIn qui ressemblent à des plats Findus. Est-ce que les plats Findus, Picard, ça a l'air assez bon comme ça. Puis parce que la pochette est super et puis on le fait réchauffer. En fait, ça a pas de saveur parce qu'il y a pas assez de sel, il y a pas assez de trucs. L'IA, pour moi, aujourd'hui, c'est ça. Je trouve que ça manque de saveur et j'aimerais pas vivre dans un monde avec des livres écrits comme Tu as été très clair. Et, quels seraient pour toi les conseils à donner aux marques pour générer de l'engagement et de la préférence de marque sur ta plateforme? Moi, je n'ai pas tellement de conseils parce que je trouve que je suis frappé moi, par le niveau qualitatif des annonceurs avec qui on travaille. Pas pour leur lancer des fleurs, là, mais vraiment L'Oréal, moi, mon scotché récemment par leur maîtrise de tellement de sujets, etc. J'ai l'impression qu'en fait, elles vont toutes, enfin, les plus, à mon avis, les plus habiles, elles vont toutes dans la même direction, c'est-à-dire de comprendre qu'il va falloir un alignement total entre la communication interne et la communication externe, entre ce qu'on prétend être, ce qu'on dit qu'on est et ce qu'on est. C'est hyper contraignant, ça, pour le coup. C'est hyper contraignant. C'est-à-dire que dire je suis écolo, mais toute une partie de ma chaîne de production qui est carbonée, c'est pas simple, hein, ces sujets-là, en vrai. Hein. L'inclusion, c'est tout le monde est d'accord sur l'ambition, mais le faire vraiment, c'est pas simple non plus en réalité. Et donc cet effort-là, je trouve qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont dans cette direction-là. Donc les choses vont vraiment dans le bon sens. Après, on voit les créatifs arriver de plus en plus chez les annonceurs directement. Moi, j'aurais tendance à suggérer une chose, parce que pas donner un conseil, je trouve que c'est assez péremptoire et descendant. Alors, je dirais plutôt que ça vaut le coup de s'entourer de créateurs de contenu. C'est-à-dire que, Squeezie, Hugo Décrypte, etc. sont des gens qui non seulement sont bons dans la création de contenu, mais ils ont compris quelque chose sur les médias, sur la communication et sur les communautés, que personne d'autre n'a compris, parce que sinon on serait tous à ce niveau-là en fait. Moi, si j'étais aussi doué que Hugo Décrypte, je serais pas en train de faire ce que je fais. Je ferais Hugo Décrypte. Et donc ces gens-là, passer du temps avec eux a beaucoup de valeur, je trouve. Moi, je m'enrichis énormément intellectuellement à fréquenter des créateurs de contenu. Je m'en lasse jamais. C'est des gens les plus brillants que j'ai vus dans mon domaine des médias. Hein. Et je trouve que voilà, les rapprocher d'entreprises, ça peut avoir de l'intérêt. Donc moi, j'essaie de faire ça d'ailleurs. Je fais des workshops où je les mets dans la même pièce, enfin s'ils veulent bien. Hein. Et je trouve que c'est riche. Ouais, excellent. On arrive à la fin de notre échange. Est-ce que tu as des projets pour l'avenir que tu souhaiterais partager avec nous? Alors, j'ai pas mal de projets, mais c'est un peu embryonnaire. C'est trop tôt pour en parler. D'accord. Tu reviendras pour nous raconter. Est-ce qu'il y a des contenus qui t'ont inspiré récemment, séries, films, livres? Moi, il y a beaucoup de choses là qui me troublent énormément. Je vais aller vite, hein, du coup, mais je suis passionné par l'Amérique en ce moment, et donc je regarde Yellowstone, je crois comme à peu près tout le monde, avec les deux spin-offs de la série. Les préquels. Et je regarde en gros, et puis même l'ensemble de l'œuvre de Taylor Sheridan, qui est le type qui a créé ça. Et je lis en parallèle Autant n'emporte le vent. Et il y a un lien entre les deux, c'est qu'en fait, Autant n'emporte le vent
je laisse de côté toute la partie liée à l'esclavagisme qui est épouvantable, mais si on laisse ça de côté, c'est un livre assez fascinant sur la construction des États-Unis, le Nord contre le Sud, et comment ça se passe. Les Yankees au Nord, qui sont une civilisation de la tech, considérés que c'est plutôt une société ancienne, qui croit que tout va bien, qui croit qu'il risque rien, que le monde va durer comme ça pendant éternellement, et une société en face de la tech un peu plus dure qui les détruit. Ça, je trouve que ça fait beaucoup réfléchir, et c'est amusant aussi de voir Yellowstone. C'est les deux trucs que je suis en ce moment comme œuvre, qui est une réflexion, je trouve, très profonde sur ce que c'est que les États-Unis. Comment c'est construit le territoire, la loi, la justice, qu'est-ce que c'est que le business, qu'est-ce que c'est que le degré de violence acceptable dans les rapports humains. C'est vraiment, et c'est pas juste une série trumpienne de redneck, hein. Pas du tout. On apprend énormément de choses. C'est profond. Je suis aussi dedans à fond. Est-ce que pour conclure, tu pouvais nous résumer en une phrase qui guide ton engagement au quotidien ? Moi, j'ai retrouvé une phrase que m'avait laissée ma grand-mère dans ses papiers. C'est une phrase de Rostand qui disait la gaieté et l'atmosphère des vertus héroïques. Et j'adore cette phrase, de se dire que pour ça, moi j'avais fait Golden Moustache, c'est sympa de rigoler dans des projets où on se met à risque. Écoute, c'est super. Merci beaucoup Adrien d'avoir été avec nous. Bien. Merci d'avoir partagé autant de choses sur ton univers et sur ce qui te donne envie de te lever tous les matins pour accompagner les marques et les créateurs. À très vite pour continuer à suivre toutes tes aventures chez Kessel Media. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nicolas, c'était super sympa. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que l'épisode t'a vraiment plu. Merci de le partager autour de toi et de nous laisser une note de 5 étoiles avec un commentaire très sympa. Cela nous aide énormément à faire connaître le podcast. Si vous avez des projets en stratégie éditoriale ou en production de contenu vidéo et même audio, n'hésitez pas à contacter mon agence Story for Brands. Nous aurons plein d'idées pour vous. Au nom de toute l'équipe, on vous remercie encore pour le soutien et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode.